Il a dit que Vegapunk allait mourir, donc on va discuter de ça vite fait. Alors, honnêtement, moi, je veux bien croire à cette théorie. Il y a un monde où c'est possible, même si c'est pas le monde que j'envisage pour l'instant. Salut les gars et bienvenue pour un nouveau live. Hier j'étais pas en live, désolé les gars, hier je pouvais pas, je travaillais, j'avais trop de trucs à faire, du coup j'ai pas eu le temps de live. Du coup aujourd'hui gros live, du coup aujourd'hui je vous ai réservé vraiment un gros live. Donc aujourd'hui on va commencer avec une analyse de One Piece Passion. Elle va durer un petit peu longtemps parce que je crois il avait pas mal de trucs à dire notre ami de One Piece Passion. Et ouais 31 minutes, donc nous on va faire un live 45, 1 heure pour tout analyser. Et ensuite, en deuxième partie, il y aura, comme je l'ai dit dans le petit chat épinglé, il y aura du Elden Ring et du Final Fantasy. Et pour terminer, ce soir à 2h30 du matin, il y a l'épisode de One Piece qui sort. Donc pour les plus vaillants d'entre vous, on va regarder ça ensemble. Alors salut à tout le monde, wesh Lodger, comment tu vas la forme? On est là, hein. Aujourd'hui on va rattraper un petit peu le live d'hier, hein. On va rattraper tout ça. Donc là je vous propose de commencer direct, comme ça on perd pas trop de temps. Je pense qu'on a tout dit, si je me suis pas trompé, si j'ai rien oublié. De toute façon ça va me revenir au cours du live, donc let's go les gars. Donc c'est parti, j'avais déjà préparé en amont la vidéo, donc comme ça hop, on a juste à faire ça. On vient là, on met play. Et c'est parti les gars. Ce chapitre 1093, c'était franchement le bordel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire Pourquoi? le Non mais son et ça tout, m'a si tout introduit. vous va bien et Entre tout, nous, laissez n'hésitez dans pas. les commentaires. Ce chapitre 1093, c'était le bordel. Et le bordel à plusieurs niveaux. Premièrement, le rapport de force entre différents personnages, le dessin d'Ichiro Oda, la fluidité des actions à travers les différentes cases, c'était le bordel. D'ailleurs, je me demande même si la critique analyse, le titre de cette critique analyse, ça va pas être c'est le bordel. Là, le chapitre 1093, c'est le bordel. Mais au-delà de Ça commence très fort. que c'était le bordel, on va essayer de comprendre pourquoi c'était le bordel. Parce qu'il y a une certaine logique derrière ça. Mais avant ça, quelques petites choses. Premièrement, ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des displays OP5 japonais au niveau de One Piece. Et ça, c'est quoi? C'est JD World qui me les a gracieusement offerts. Pourquoi? Parce qu'il a vu que durant mes précédents tirages, j'avais eu vraiment la preuve. Donc il m'a dit, bah le doc, tiens voilà, là au moins, voilà, tu auras une manga. Donc on va découvrir ça ensemble ce soir. On va faire Stylé, j'hésite l'ouverture les gars, hein, de les cartes ces One Piece, j'hésite displays de ouf. sur Ça la me donne chaîne envie, hein. YouTube à 22h en live et après on en gardera un pour aller sur Kik. Et d'ailleurs sur Kik, ceux qui ont gagné les cartes, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. La deuxième chose, c'est que je serai ce week-end, vendredi. Je serai où? Je serai à Rennes pour la nuit One Piece, pour la sortie du tome Ah oui, 105. c'est Déjà, vrai, il y a vous ça n'avez pas qui sort encore les le gars, temps. pour ceux qui sont pas au N'hésitez pas courant. à aller contacter toutes vos librairies, Ouais, c'est demander. vrai, pour tous les gens là qui sont dans des grandes villes ou quoi, il y a la nuit de One Piece. En fait, faut se renseigner, mais il y a certains qui vont ouvrir la nuit pour distribuer certains, des fois, des trucs collector, des trucs sur le moment. Ça va pas être des gros trucs, mais ça peut être sympa en vrai. Pour tous les grands fans, je pense que vous allez kiffer, les gars. Ils font la nuit One Piece, pourquoi? Parce que vous pourrez premièrement acheter le tome 105 qui a une couverture métallique et surtout vous aurez le droit à des cadeaux et c'est pas n'importe quel cadeau. Par exemple, il y a 3 planches dont le Gear 5 et d'ailleurs le Gear 5 on va en reparler dans cette Ah oui, il y a des vidéo. planches à gagner. Bref, ça Putain. c'était pour les infos et aussi l'autre chose c'est pourquoi je fais les critiques analyses seulement que le lundi parce que j'attends la sortie officielle le dimanche parce qu'il y a quelques textes qui changent et je me base sur ces textes pour faire ma critique analyse. Bref, ça c'était pour les infos, maintenant on va aller dans le vif du sujet. Donc, on disait quoi? On disait que ce chapitre, c'était le bordel, mais en un sens, c'est normal que ce soit le bordel. Et c'est aussi, en gros, c'est plusieurs facteurs qui nous font ressentir le chapitre comme ça. Premièrement, c'est un chapitre de transition. Encore une fois, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, je vais réexpliquer, c'est-à-dire que la construction, la lecture de One Piece ne se fait pas chapitre par chapitre, mais se fait tome par tome. Et donc, le tome Un suit tome. une narration. Je dis pas un tome, On, a, je dis un on, commence tome. on commence le tome Mais il a totalement raison par en contre, les gars. étant hypé. Alors, on va faire ça juste là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, on a une descente. On a un milieu de tome pour justement permettre au lecteur de toujours accrocher la lecture qui est complètement folle. Là, c'est par exemple l'arrivée de Kizaru sur
Head Egg ou Egg Head, donc D'ailleurs, elle c'est-à-dire est trop Egg forte de Head. pouvoir faire ça, Donc on est Oda. sur la hauteur et après on Franchement, je redescend suis choqué, moi. pour avoir un final. Et normalement, ce tome, ça sera le tome 107, si mes souvenirs sont bons, qui sera du chapitre 1086 au chapitre 1096. Et donc là, on est au chapitre 1093 et on est directement dans le bas de la hype. Et on va remonter plus tard. Et on remontera plus tard lorsque l'on aura enfin le vrai combat de Kizaru contre justement Luffy en mode Gear 5 et surtout peut-être l'arrivée sur Egghead de Saturne et qui va montrer peut-être la réalité de ce personnage et surtout la dangerosité de ce personnage et même pourquoi pas, soyons complètement fous, la mort de Vegapunk qui sera au chapitre 1096. De toute façon, le chapitre 1096 est un chapitre de fantôme et obligatoirement, il va se passer un truc absolument dingue. Donc ça Ah déjà, c'est la ouais, première l'heure de chose, ouf. c'est-à-dire que ce chapitre est un chapitre de transition, donc il nous a pas énormément hypé et on le voit au niveau des réseaux, on le voit aussi au niveau des vues, c'est pas quelque chose où les gens veulent absolument tout regarder. La deuxième chose qui se passe, c'est que tout simplement Eiichiro Oda revient d'une opération qu'il a eue au niveau des yeux. Et ce chapitre, il faut savoir que avant qu'il ait fait son opération, il a dessiné plusieurs chapitres. Il a peut-être fait justement les croquis, le brouillon de ce chapitre. Et vu que là, il est en retour, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une pause la semaine prochaine d'Eiichiro Oda, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui disent hey, le doc, mais il arrête pas de faire des pauses, ça devient chiant. Oui, mais il faut savoir que Eiichiro Oda, il a quand même 48 ans, ça fait plus de 25 ans qu'il Ouais, dessine, j'avoue. qui veut toujours, presque Le toujours, pauvre. tout faire tout seul. Et donc, à un moment, obligatoirement, le mec, il est fatigué. Donc, il y aura de plus en plus de pauses. Mais nous, on a de la chance parce que ce sont des pauses de une semaine. Ce ne sont pas des pauses d'un mois entre chaque chapitre. Parce que imaginez une pause d'un mois entre chaque chapitre, ça serait un truc absolument désastreux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Eiichiro Oda, eh bien, il est en retour de convalescence. Il doit dessiner peut-être moins vite. Et son dessin, et ça, ce n'est pas être un haters d'Eiichiro Oda et c'est pas parce que je suis hyper fan d'Eiichiro Oda que je ne peux pas dire que j'ai du mal en ce moment avec ce qu'il fait au niveau du dessin. Eh ben, c'est pas le Eiichiro Oda qu'on a connu à une époque. Déjà que, contrairement à d'autres mangaka, son dessin, il a vraiment un style qui est totalement différent. Les traits sont moins appuyés. C'est beaucoup plus dans le, un petit peu, je dirais, dans le flou. Il va plus, par exemple, accentuer les décors. Là, par exemple, on voit que les décors sont beaucoup moins Wesh, la fluides notif, que elle veut pas il y a venir. beaucoup moins de Je choses sais pas, dans essaye les plans d'enlever la notif qui et de la sont, remettre, peut-être ça va qui marcher. sont Mais à wesh, l'arrière. nous, comment ça Là, va sinon? vraiment, c'est La forme ou vraiment quoi? centré sur les cases, vraiment que sur le premier plan, qu'on a vraiment toutes les informations et choses qu'on n'a pas l'habitude de voir avec Eiichiro Oda. Et ce qui se passe, c'est que parfois, c'est hyper brouillon et surtout, parfois, c'est mal dessiné. On n'a pas du mal quand même à reconnaître les personnages, mais des fois, on a du mal à savoir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que il fait une case qui est assez petite, mais à l'intérieur, il y a Donc, du coup, t'as vu dans le chat, énormément hein. de choses. Par exemple, au moment où il y a Gros le live combat aujourd'hui. de Zoro contre Lucci, eh bien, on a tout simplement Luffy qui est en train de demander à Zoro s'il a besoin d'aide. Eh bien, si tu es concentré sur la case, tu vois la case en gros vraiment du gros laboratoire, de la totalité de la hauteur de l'île, justement avec le dôme. Et il y a un Vas-y, petit t'inquiète, au Luffy calme, qui est Nounos. dessiné, qui est hyper minuscule. Et c'est lui qui est en train de parler à Zoro. Et donc, si tu n'es pas concentré sur ça, tu ne comprends pas ce qui se passe. Pareil, même à un moment, quand il y a la case du combat de Zoro contre Luffy, eh bien, les katanas ne sont pas recouverts de haki. Et c'est seulement que après qu'il y a le haki, dans la case précédente, on Vas-y, voit vas-y, qu'il est en t'inquiète, au train calme. de combattre et on voit que Zoro n'a pas mis de haki parce qu'on voit qu'il y a quand même toujours, il y a des flammes, il y a de la fumée autour. Tiens, ça, on va en discuter vite fait. Déjà, première partie de vidéo, en vrai, pas mal, dans le sens où il a une critique complètement différente des autres. Par exemple, là, ça fait des semaines qu'on regarde Goji, Mon Corvo et Ryo Sensei. Et eux, ils se basent vraiment sur les faits intra-manga, je veux dire ça comme ça. Et lui, il se base vraiment sur le côté artistique, le côté dessin, le côté les planches, etc., etc. Et il analyse aussi en rapport avec ce qui se passe actuellement
dans la vie d'Oda. Donc par rapport à son opération et tout, il juge et il trouve des raisons pour la baisse de qualité, entre guillemets, de certains dessins, etc., etc. Donc après, moi personnellement, quand j'ai lu le chapitre, ça m'a pas du tout dérangé. Après, je sais pas comment ça va être en livre. En livre, ce sera pas du tout pareil, tu vois, j'aurai pas le même regard. Quand je lis les scans, tu vois, je suis habitué à me dire que certaines planches, elles sont, je sais pas moins bien faites, mais ça me dérange pas. Réellement, ça me dérange pas. Ensuite, là, je crois il parlait de Zoro, qui utilise pas Autour le des katanas, haki. donc ça veut dire qu'il y a un effet autour du katana. On voit aussi que en face, Ça, les gars, je me pose trop de questions par rapport à ça. Est-ce que Zoro, réellement, il a pas utilisé le haki? Attends, je vais remettre, parce que je crois il y avait l'image. Luffy Et ne ça, met c'est pas de intéressant, parce que haki sur ses... personnellement, voilà. Personnellement, quand tu vois l'image, je pourrais me dire, ouais, franchement, Zoro, il n'utilise pas le haki, mais je me rappelle de la discussion de Mihawk et de Zoro, où il dit que se battre sans mettre de haki sur ses lames, c'est une honte dans le sens où t'abîmes ta lame, tu vois. Et Mihawk, il lui a très clairement dit que ce qu'il devait absolument pas faire, c'est abîmer ses lames. Jamais ses lames doivent s'abîmer. Donc, est-ce qu'il utilise le haki ou pas? Ça, en fait, pour moi, chaque fois que Zoro doit utiliser ses lames, il doit utiliser le haki pour les protéger. Vraiment pour les protéger, pour éviter qu'ils aient ne serait-ce qu'une égratignure, tu vois. Et là, le fait qu'ils disent qu'ils l'utilisent pas, après les dessins montrent ce qu'il y a à montrer. Donc, est-ce que c'est un oubli d'Oda? Ça m'étonnerait. Est-ce que c'est peut-être un oubli dans le chapitre, tu vois? Ça m'étonnerait qu'Oda a oublié à l'ancienne que Mihawk avait dit qu'il devait jamais utiliser ses lames sans haki. D'ailleurs, je retrouvais le passage, là, il faudra que je vous le montre pour être bien sûr. Après, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça parce que c'est quand même bizarre. Normalement, Zoro ne peut pas utiliser ses lames sans mettre de haki dessus pour les protéger, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. pour contrer les attaques de Zoro. Alors certains vont me dire oui mais là Zoro il est en mode vraiment un petit peu troll, ou oui parce que ça troll beaucoup dans ce chapitre, c'est-à-dire qu'il combat seulement qu'en ce moment à la légère. Eh bien, peut-être pas, parce qu'après, il a le haki, et surtout, on voit qu'il commence à y avoir des éclairs sur le haki. Donc ça veut dire que là, il commence à mettre en place le mode élevé du haki de l'armement, et même, pourquoi pas, du haki des rois sur son attaque. Et l'autre chose aussi, c'est pour ça que je vous dis que je fais les critiques analyses seulement que Pour l'instant, ça va. Il a été mesuré. Il a pas dit ouais les éclairs est égal haki des rois parce que c'est pas vrai. On l'a vu plusieurs fois. Par contre, les éclairs pourraient dire mode éveillé du haki de l'armement. Donc ça, j'aime beaucoup. Et après, il a dit potentiellement haki des rois. Et je pense que au fur et à mesure du manga, on va commencer à voir Zoro utiliser de plus en plus souvent le haki des rois, mais pas encore, je pense. que le lundi. Enfin, très bientôt. C'est-à-dire que là, dans la traduction, c'est pas mal. Luchi ne dit pas qu'il va se contenter du second de l'empereur. Là, c'est bien dit que je reconnais bien, c'est-à-dire que Zoro annonce à Luffy qu'il ferait mieux de s'occuper de Kizaru. Ça, si on va prendre cette information et la mettre un petit peu de côté. Et il dit après à Luffy, tu es trop faible pour que je te laisse affronter mon capitaine. Et là, t'as Luffy qui répond, je reconnais bien là le bras droit d'un empereur. Tu vaux la peine que je te tue. Ok, C'est d'accord. Déjà, nous, on n'avait pas eu cette version parce qu'on avait lu le scan avant la version officielle. Et du coup, ouais, ça change quand même le sens de la phrase. On reconnaît bien là le second d'un empereur. Ok, d'accord. Donc en fait, il a pas validé, il a validé Luffy, mais en même temps, il a validé Zoro. Et du coup, il veut s'en prendre directement à Zoro. que là, Luffy ne se contente pas de C'est dit Zoro pareil, je suis parce mort. qu'il sait qu'il n'a pas le niveau pour détruire Luffy. Là, il dit ok, vu que tu as l'air de faire un petit peu le mariole, eh bien, tu vaux la peine que je te tue parce que tu vaux la peine. Ça veut dire que ok, je vais m'abaisser à te tuer. C'est ça. Donc, encore une fois, et là, ça reprend bien le caractère de Luffy, qu'il a énormément confiance et peut-être aussi qu'il surestime. Ouais. Par contre, là, je suis d'accord. J'attendais qu'il dise ça parce que j'avais besoin de cette confirmation, mais c'est vrai que Lucci, en disant ça, comme il a dit à Luffy considérerait jamais Luffy comme un empereur, et ben il s'était trompé parce qu'aujourd'hui, il est forcé de l'oublier. Là, tu vois, actuellement, il l'a confirmé, tu vois. Donc, il comprend que par la force et il va comprendre très bientôt. Sa puissance,
Ça, c'est sûr et certain. Je ne suis pas en train de dire que Luffy, par rapport à ce qu'il est en train de dire, qu'il a le niveau de Luffy et qu'il a un niveau Yonko. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Mais encore une fois, au niveau du caractère, la traduction qu'on a ici est beaucoup plus proche de celle du véritable Luffy que nous connaissons. C'est un mec hyper imbu de lui-même. Cependant, le Luffy qu'on a ici, c'est un Luffy qui a les nerfs de ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est-à-dire la défaite qu'il a eue contre Luffy, et je pense qu'il s'est énormément entraîné, et même si Zoro il a un niveau qui est hyper élevé, eh bien on peut avoir un combat qui peut être intéressant. Parce que qu'est-ce qui a été mis. Mais il commence à me plaire là. J'arrête pas de vous dire ça en plus les gars, j'arrête pas de vous le dire. Je pense que Lucci Zoro peut avoir un combat même plus qu'intéressant. Et pareil pour Kizaru et Luffy. Malgré le fait qu'il y a des personnes plus fortes que d'autres, surtout des côtés des pirates, je pense réellement qu'il y a de très beaux combats à venir les gars. Vraiment, Ce réellement. chapitre de transition, il y a l'éclatement des Mugiwara. C'est-à-dire que là, on a la phase de transition avant le final. C'est-à-dire que là, les Mugiwara sont éparpillés. On a Sanji qui est parti. Ça aussi on l'avait dit les gars, Vegapunk pour ceux qui étaient qui là dans les suit précédents Bonnie. lives. Bonnie, on va faire une petite parenthèse tout de suite, qui est un élément important par rapport à Kuma. Elle n'a pas été mise de côté. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose pendant il y a quelques épisodes quand elle a été dans la salle où il y avait tous les souvenirs de Kuma, ce qui a changé sa vision par rapport à son papounet et même au sujet de Vegapunk. D'ailleurs, dans le chapitre précédent, il y a bien Kizaru qui dit que normalement ton but à toi Bonnie c'était de tuer Vegapunk, donc pourquoi tu te mets sur mon chemin? Et là justement elle ne veut plus le tuer, elle est là aussi pour l'aider, ça c'est quelque chose de très important. Je reviens aussi sur Kizaru, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont dit que j'avais mal compris, mais non, Kizaru dit bien que lui, il ne veut pas tuer Vegapunk, ça c'est énormément, mais s'il le fait, c'est seulement que pour suivre des ordres. L'éclatement des Mugiwara, encore une fois, je fais un petit rappel, qui est en train de se mettre en place pour les différents éléments qu'il va y avoir après pour la fuite tout simplement finale des Mugiwara. Et justement la fuite finale des Mugiwara, comme je vous disais, chapitre 1096 qui va être le final avec un grand climax. Moi ça va être, je pense encore une fois, la mort de Vegapunk, parce que Vegapunk dans ce chapitre tel qu'il a été mis en place, normalement il avait la raison, et c'est là qui est vraiment excellent. C'est à dire que normalement c'est un scientifique, le scientifique n'utilise pas son cœur, n'utilise pas ses émotions. Le scientifique, c'est quelque chose de rationnel. Il sait foutre ses émotions de côté pour mener à bien, en un sens, sa mission et aussi ses recherches. Alors, il a dit que Vegapunk allait mourir, donc on va discuter de ça vite fait. Alors, honnêtement, moi, je veux bien croire à cette théorie. Il y a un monde où c'est possible, même si c'est pas le monde que j'envisage pour l'instant. Par contre, c'est vrai que Vegapunk, moi, je le vois pas mourir à cause de certains. Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai du mal à le voir mourir. À cause de certains points. Et les points en question, c'est que, premièrement, il a un rêve. Et je pense que justement, son rêve, il est noble et il fait partie des rêves. À part si quelqu'un reprend le flambeau et qui transmet sa volonté, je pense que son rêve est suffisamment utile pour qu'il ne meure pas. Juste pour ça. Scénaristiquement, vraiment scénaristiquement. Et son rêve, c'est du coup, c'est de donner de l'énergie au monde entier. Donc, de donner au monde. euh, je sais pas comment vous dire, je sais plus comment il l'avait dit lui, mais en gros c'était que tout le monde ait accès à l'énergie et qu'il puisse que ce soit libre et gratuit, je crois, c'est ça, si je me trompe pas. Et en plus le pire c'est que c'est le rêve de Tesla, donc c'est un vrai une vraie personne, tu vois, qui a existé, et son rêve, c'était ça, pendant son vivant, il y a plus de 100 ans, c'était son but de créer une énergie libre et dans tout le monde entier, mais vraiment dans la vraie vie, les gars, tu vois. Vraiment Tesla, pas la voiture, hein, mais vraiment le, le mec, le scientifique Tesla, tu vois, le Serbe, ben lui, c'était son rêve à lui. Donc je pense que ces idées, elles viennent de là. Donc déjà, il y a un passé scientifique, il y a quelque chose qui fait qu'il relie le côté scientifique de Einstein, enfin l'image d'Einstein, pardon, avec le côté scientifique de Tesla. Donc pour moi, juste pour ça déjà, je le vois mal mourir. Ensuite, pourquoi il ne mourrait pas? À cause de quelque chose de simple. On a besoin de lui dans tous les cas, que ce soit la marine ou que ce soit... Après, je sais pas si les autres peuvent continuer à vivre
c'est ça les questions. Est-ce que les autres Vegapunk peuvent continuer à vivre sans le Stella? Est-ce que le Stella va perdre parce que tu vois, quand tu meurs, il y a le fruit du démon, il part. Est-ce que le fruit du démon, il est dans le Stella, donc dans Vegapunk Einstein, ou est-ce que il faut que tous les Stella meurent pour que... Parce que c'est vrai, on a déjà perdu deux Vegapunk. Donc c'est vrai que là, la théorie dans laquelle il peut mourir, ça peut continuer, perdre un Vegapunk, après encore un autre Vegapunk, etc. etc. Et qu'au final, il reste que York. Ce serait possible, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que York, elle peut pas mourir dans le sens où la marine, elle peut pas perdre sa puissance. Là, si elle perd Vegapunk, la marine, elle représente zéro problème pour la fin du manga. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important à souligner parce que ça peut arriver. Je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver que la marine... le contraire, je pense que ça peut pas arriver que la marine puisse s'en sortir sans, sans puissance, en vrai. Parce que là, j'ai en train de réfléchir, mais si on tue Vegapunk, on perd le SSJ, on perd les Séraphins. Après, les Séraphins pourraient toujours obéir au truc, mais on perd quand même la Mother Flame. Donc c'est l'île qui a détruit Lulusia. On perd les pacifistas. Bon, on peut toujours les utiliser, mais on perd le renouvellement des pacifistas. On perd énormément. On perd du savoir. On perd. Donc, je sais pas comment ça marche. Et le fait que le gouvernement mondial veut tuer Vegapunk me fait penser que c'est possible qu'il essaye de tuer le Stella et qu'au final le reste peut survivre. Sinon, ils auraient pas tué. Ils auraient pas essayé de le tuer, ils auraient essayé de le capturer. Donc il y a du sens. Bon, on va continuer, mais je réfléchis à tout ça en vrai. De voir le Vegapunk qui a vu sur l'un de ses moniteurs que Bonnie était tombée et qu'elle était en difficulté et qui veut aller, lui, aller la sauver, se mettre en danger. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que réagit ainsi Luffy en disant non, Papy Pomme, ne sors pas, tu vas être en danger. Eh bien, il en a rien à foutre du danger. Pourquoi? Parce il veut sauver Bonnie. Et encore une fois, ça revient sur ce que je vous ai parlé la semaine dernière quand je vous ai parlé de un Kizaru qui est humain. Il est humain. Le flashback, le petit flashback qui a été mis en place, c'est vraiment pour expliquer. Et Shiroda, il met pas ça en place pour rien. Il vient expliquer la relation qu'il y a entre Kuma, Bonnie, Sentomaru, Kizaru et Vegapunk. C'est ça qui est important. C'est ça, encore une fois, et au-delà des combats, il y a toujours une histoire qui est racontée par Ishiroda. Il met des éléments dans une ou deux cases qui seront utilisés après. Et donc, le Vegapunk a quelque chose, le Stella a vraiment quelque chose hyper proche de Bonnie par rapport justement à ce qui s'est passé avec Kuma. Et il y avait aussi ce flashback quand Kizaru justement il parle, quand il a ses missions à faire, qu'il dit je suis désolé mais si j'avais le choix je ferais vraiment autre chose. Et quand il combat Bonnie, il lui dit bien il ne tue pas, il pourrait vraiment tuer Bonnie en un seul coup. Il décide seulement de l'éjecter par rapport au dôme. Et comme il l'éjecte pas trop fort, en vérité elle ne traverse pas le dôme, elle percute le dôme et après elle tombe directement dans l'étage qui est inférieur. Encore une fois, c'est vrai que c'est chiant, mais je veux vraiment ramener tout ça dans le sens pour vraiment comprendre tout ce qu'il y a. Encore une fois, tout ce qu'on a eu précédemment n'est seulement qu'une mise en scène pour après avoir le final dans la fin de tome qui sera sûrement le chapitre 1096. En vrai, là, on en a parlé dans le dernier live, mais je suis grave d'accord avec lui, obligé de reconnaître que la manière dont il traite Sentomaru et Bonnie, elle est différente de ce qu'il dit réellement. Lui, son but, c'est de tuer, et quiconque se mettrait sur son chemin bah, trépasserait parce que lui, il doit atteindre ses objectifs. Je pense que lui, il vit pour ses objectifs, il vit pour réaliser sa mission, mais maintenant que ça touche à des personnes très chères pour lui, il a du mal à assumer son rôle, même si de façade, il continue à l'assumer. Mais par contre, le combat Sentomaru, on voit que malgré les coups de pied et tout, ça me laisse un peu dubitatif. J'ai vraiment l'impression qu'il met des coups, mais pas réellement pour allumer quelqu'un. Il met des coups parce que on le sent un petit peu fébrile, un petit peu à la situation. Parce qu'en vrai, moi je me pose beaucoup de questions en vrai par rapport à ça. Est-ce que Kizaru vraiment
il se battait sérieusement contre Sentomaru, il l'a laissé pour mort exprès, ou est-ce qu'il retenait ses coups, il l'a combattu et il l'a battu, mais qu'il l'a pas achevé. Un des deux. Je pense que dans tous les cas, il est pas mort, mais est-ce que lui, son but c'était de le tuer, ou est-ce que son but c'était vraiment d'en finir avec le combat, lui offrir un bon combat, mais sans le tuer, quoi. Je pense que moi c'est mon avis. Voit la mort de Vegapunk parce que toute son intelligence, tout son savoir est dans l'ordinateur central et je pense qu'il y a moyen de faire une sauvegarde centrale pour pouvoir partir avec. C'est-à-dire que l'enveloppe physique, c'est-à-dire que Vegapunk, en un sens, existera toujours non pas en enveloppe physique, mais en chose dématérialisée par rapport à un truc qu'il a créé où on aura une sorte d'hologramme de Vegapunk qui sera toujours là. C'est-à-dire qu'on aura une fin de on aura une fin de tome Ça me avec plaît. la mort de Vegapunk, mais après encore une fois comme les personnages ne meurent pas réellement, je pense que dans les chapitres suivants, on aura Vegapunk qui dira bah vous pouvez transplanter mon intelligence, mon savoir, ma conscience dans un robot. Peut-être robot que Frankie construira, mais encore une fois, là on est dans de l'extrapolation. Là on va revenir sur la chose qui est Ouais, vraiment pour moi, il importante peut au pas niveau du mourir comme sujet, ça juste pour c'est mourir. Il tout doit réaliser simplement son rêve et il le doit être là combat pour qu'il y a eu l'équipage. au niveau de Luffy contre Kizaru. Alors, là on va vraiment arriver, même si ça peut vous sembler bizarre ce que je vais dire, je ne suis pas quelqu'un qui est pro-amiral. Je suis quelqu'un qui est pro-narration. Wano Kuni a servi de quoi? Il y a différentes menaces dans l'univers de One Piece pour la finalité que Luffy découvre Raftel, et que après il puisse détruire le gouvernement mondial. Voilà, c'est ça l'optique. Ce n'est pas de devenir le seigneur des pirates parce qu'il a dit que ce n'était pas son rêve ultime. Ça déjà, c'est vraiment énorme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des menaces qui sont sur sa route. Et là, l'arc Wano Kuni, et encore une fois dans une narration par rapport à une œuvre de type justement shonen qu'on est en train de lire, c'est qu'il y a différentes menaces et au fur et à mesure des menaces, les menaces sont tuées pour qu'après il y ait d'autres menaces plus fortes qui arrivent. Et encore une fois, on est dans la narration. Et quand je parle de menaces plus fortes, je ne parle pas de la puissance d'un personnage, mais je parle d'une entité globale. C'est ça souvent les gens ce qu'ils ont du mal à un petit peu comprendre. Ils sont surtout basés sur une puissance qui va être plus du style un petit peu ce qu'il y a dans Dragon Ball, où c'est plus un personnage qui va être une menace plutôt que l'entité en elle-même. Onigashima a servi à quoi? À neutraliser, à mettre la fin des menaces des empereurs. Et là, il y en a certains qui vont me dire ouais, mais le doc, t'as encore rien compris, parce qu'au niveau des empereurs, il en reste encore deux. Il reste encore Shanks et il reste encore Barbe Noire. Sauf que Shanks et Barbe Noire ne sont pas les mêmes menaces que Big Mom et Kaido. Par contre, c'est vrai, là j'ai l'impression. C'est pour ça qu'en fait, là, depuis quelques semaines, depuis que j'ai. Là, depuis cet été, depuis que j'ai commencé les théories One Piece, j'arrête pas de me dire, mais c'est vrai que en fait, on sait maintenant que les empereurs, c'est plus une menace pour Luffy. Ça veut pas dire que c'est plus une menace. En vrai, il y a de la dangerosité, il y a du risque, etc. Mais un empereur, c'est plus suffisant pour une fin de One Piece. Même pas qu'une fin, c'est plus suffisant pour Luffy, tu vois. En vrai, Luffy peut se rebattre contre un empereur et tout, mais il va le battre plus facilement qu'il a battu Kaido. Parce que Kaido, il a eu besoin de power-up, il a besoin d'y retourner plusieurs fois, il a eu besoin de s'entraîner, de comprendre le combat, pour comprendre beaucoup de choses. Mais là, actuellement, Luffy sait déjà tout ça. C'est-à-dire que quand il va combattre un empereur, il sait. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas un beau combat, mais on n'aura pas le même type de combat qu'on a déjà eu contre Kaido. Donc en vrai, là, je pense sincèrement que Luffy, en vrai, à part Barbe Noire, qui pour moi, à la manière de Xebec, va dépasser le niveau empereur pour pouvoir rattraper le niveau max, c'est-à-dire le niveau de Roger. Et, et qui d'autre et, euh, et Shanks, il est déjà un tout petit peu plus haut qu'un empereur lambda. Pour moi, Barbe Noire,
on le sait juste pas, tu vois. C'est juste, on sait pas qu'il est très très fort. Et Shanks, tout le monde sait qu'il est très très fort. On a même du mal à croire que Shanks ne peut pas battre Barbe Noire, alors que personnellement, pour moi, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit que que Barbe Noire, pardon, était une menace. Du coup, la fin la fin des empereurs du niveau empereur, pour moi, laisse place à un nouveau niveau qui sera au-dessus, mais très très peu. C'est pas comme les empereurs. Les empereurs, on en connaît pas mal, on sait qu'il y a des gens qui peuvent se rapprocher dangereusement du niveau empereur, mais pour moi, il y aura deux trois personnes qui pourront surpasser le niveau empereur. Vraiment deux trois personnes. Je mettrais qui Je mettrais bah, Luffy et Barbe Noire déjà sûr, parce on a besoin de ça pour la fin du manga. Et qui c'est qu'on pourrait mettre d'autres? Sur la même échelle, je mettrais bien Im-sama. Parce que si Im-sama est capable de traverser 800 ans, je pense elle est capable aussi de conserver sa puissance. Je pense pas que Sabo il s'est fait one shot entre guillemets facilement comme ça par quelqu'un de pas puissant. Et le Gorosei, je le mettrais en dessous, c'est-à-dire au niveau empereur. Et j'aimerais bien que quelqu'un dans la marine puisse être niveau empereur, comme ça la marine pourrait être une menace. Donc à voir. À voir, j'aimerais voir, j'attends de voir ça. Et d'ailleurs, il y a une dernière théorie à la fin de la vidéo. On parlera de Roadstar. J'ai une théorie de malade, les gars. Et Kaido, eux, ils voulaient